Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 11 de la série consacrée au logiciel Geniator. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'exportation d'un fichier au format JEDCOM. Aujourd'hui, nous complétons le cycle en traitant de l'opération inverse qui consiste à importer un fichier du format JEDCOM au format Geniator. Dans la vidéo précédente, le numéro 10, vous vous souvenez que nous avons déjà exporté le fichier arbre avec photo dans le dossier spécial des fichiers JEDCOM. Mais est-il encore là? Et pour m'en assurer, je clique sur le bouton Importation JEDCOM en haut de la page d'ouverture, celui-ci. Puis, je peux cliquer sur le premier des boutons rouges qui s'intitule comme suit pour voir le contenu du dossier spécial fichier JEDCOM du grand dossier Geniator. Cliquez ici. Alors, si je clique ici, je vois que le fichier arbre avec photo.ged est bien là. Donc, je peux continuer l'opération qui consiste à importer ce fichier dans le format Geniator. Cependant, s'il n'avait pas été là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu cliquer sur l'un de ces deux boutons bleus que vous voyez en bas de la page, puisque le premier bouton a la description suivante. Pour distribuer aux bons endroits les fichiers du dossier C1 en transit, cliquez ici. Alors, si ce fichier JEDCOM avait été dans ce dossier en transit, j'aurais pu le transférer dans mon dossier spécial des fichiers JEDCOM en cliquant sur ce bouton bleu. Également, si le fichier JEDCOM avait été n'importe où dans l'ordinateur, j'aurais pu aller le chercher automatiquement grâce au deuxième bouton bleu que vous voyez ici. Donc, je vais maintenant importer le fichier arbre avec photo du dossier spécial fichier JEDCOM. Plus précisément, je vais l'incorporer dans un nouveau fichier de Geniator qui portera un nom légèrement différent au cas où les deux fichiers devraient coexister temporairement parmi les fichiers habituels de la page d'ouverture. Cette différence sera le chiffre 1 devant le nom du nouveau fichier afin qu'il se place en tête de liste et soit facilement accessible. Donc, pour créer le nouveau fichier, j'inscris son nom, arbre avec photo, dans la case de l'article 2 en bas de la page d'ouverture. Comme ceci. Alors, arbre avec photo. Et je tape sur la touche Entrée ou Return sur le clavier. Nous voici à la page du nouveau fichier. Et nous voyons son nom dans la première case en haut de la page. Pour remplir ce fichier, je choisis la méthode de l'article 2b qui s'intitule comme suit. Importer dans ce fichier un fichier JEDCOM contenant des informations provenant d'un autre programme de généalogie. Alors, je clique sur ce bouton et j'arrive dans le fameux dossier des fichiers JEDCOM et je vois les autres fichiers que j'ai importés récemment, mais celui qui m'intéresse, c'est celui qui s'intitule Arbre avec photo, qui contient, comme vous voyez, une date d'exportation.
et un numéro d'ordre. À quoi cela sert-il? Eh bien, s'il y avait eu plusieurs exportations du fichier arbre avec photo dans le passé, nous les aurions tous ici et nous pourrions les distinguer grâce à cette date et à ce numéro d'ordre. C'est en quelque sorte un genre d'historique des exportations de ce fichier que nous aurions devant les yeux. Alors évidemment, je vais choisir ou je choisirais plutôt le fichier qui aurait la toute dernière date afin de choisir l'exportation la plus récente. Alors je vais donc double-cliquer sur ce fichier pour me rendre à la page suivante et vous voyez qu'on me le dit clairement, vous venez de choisir d'importer le fichier suivant, arbre avec photo, qui a été exporté à telle date et avec le numéro d'ordre numéro 1. Je vois que la date et le numéro d'ordre font encore partie du nom de ce fichier, mais cela n'a aucune importance, car comme vous le savez, je vais l'incorporer dans un nouveau fichier générateur qui portera un nom différent. La date et le numéro d'ordre vont donc disparaître. Notez que si ce fichier JEDCOM avait été destiné à un autre logiciel que Geniator, il aurait été tout aussi facile de faire disparaître la date et le numéro d'ordre en changeant son nom, tout simplement. Ensuite, dans cette page, on demande de choisir un pays par défaut. Pourquoi? C'est que parfois, dans le fichier d'origine, on n'indiquait pas le nom du pays. En un tel cas, le logiciel devrait chaque fois comparer le nom de la ville au nom de ville du monde entier, ce qui serait une perte de temps. On préfère donc indiquer un pays par défaut qui correspond au pays de la majorité des individus du fichier, quitte à changer le nom du pays pour quelques individus dans le labo de transition. Dans le cas présent, je sais que la majorité des individus sont canadiens. Je choisis donc le Canada comme pays par défaut. Et à cet effet, je n'écris que la première lettre du nom du pays, soit la lettre C, dans la case en jaune au bas de la page. Alors, j'écris C. Et alors, le nom du pays apparaît dans la superliste. Je peux donc cliquer sur Canada ici. Et voilà que Canada s'inscrit au complet dans la case en question. Plus tard, le nom de Canada, qui est le pays par défaut ici, apparaîtra en rouge dans le labo de transition, alors que le nom du vrai pays sera inscrit en noir. En cliquant sur le bouton « Continuer » en bas de Canada, le processus de l'importation commence. Je n'ai pas à attendre longtemps pour qu'un cadre apparaisse avec l'information suivante. Nous avons détecté que le fichier JEDCOM à importer contient des images ou des photos qui doivent se trouver dans un autre dossier sur votre ordinateur. Vous vous souvenez sans doute que lors de l'exportation, nous avions choisi la méthode du chemin d'accès relatif pour relier le dossier image au fichier JEDCOM. Nous avions même choisi la méthode la plus flexible ou accommodante, même si elle obligeait l'utilisateur à choisir le dossier image entre plusieurs qui pourraient être présentés lors de l'importation. Or, nous sommes au moment de l'importation en ce moment et nous sommes arrivés à ce choix crucial. Dans le cas où l'on renonce à ce choix, c'est une possibilité qu'on ne veuille pas avoir les photos cette fois-ci pour une raison quelconque. Dans ce cas, il faut cliquer sur le bouton « Annuler » qui se trouve à la page suivante.
Sinon, c'est aussi à la page suivante que nous allons rencontrer probablement une longue liste de dossiers images. Cliquons donc sur le fichier, sur le bouton OK pour arriver à la page suivante. Et voilà, aux surprises, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul fichier dans la liste, un seul fichier image dans la liste, et c'est celui-ci. Et c'est bien le fichier que nous désirons, c'est-à-dire image, arbre avec photo. Alors, si je clique sur ce dossier pour le mettre, pour le sélectionner, je peux alors cliquer sur le bouton OK et alors l'opération de l'importation commence cette fois-ci définitivement en tenant compte des photos. À la fin de l'importation, un message nous dit combien d'individus ont été importés. Si le nombre d'individus est le même que celui qui a été annoncé au début de l'importation, c'est que l'opération a été un succès. Dans ce premier cadre que vous voyez ici, on nous informe que s'il y a des photos reliées au fichier, elles apparaîtront dans l'espace pour photos à gauche de la fiche des individus dans l'interface. Et s'il y a des petites flèches en dessous d'une photo, cela veut dire qu'il existe d'autres photos dans la pile reliée à cet individu. Alors vous n'aurez qu'à cliquer sur les petites flèches pour voir les autres photos. Il y a cependant un autre cadre dans cette page, un cadre qui s'intitule Message spécial. Mais si vous n'avez pas encore utilisé les 5 boutons rouges en bas du cadre des notes pour chaque individu, ce cadre ne vous concerne pas pour le moment. J'y reviendrai donc plus tard dans un prochain vidéo consacré aux fonctions reliées au cadre des notes. En cliquant sur le bouton page suivante, un nouveau cadre nous explique que toutes les données du fichier JetCom ont été transférées dans le nouveau fichier comme l'aurait fait un autre logiciel. Le fichier est maintenant disponible si vous êtes pressé de l'utiliser. Toutefois, cela ne suffit pas à Geneator qui désire comparer tous les noms et prénoms à ceux des dictionnaires afin de les rectifier ou d'ajouter ceux qui manquent. C'est, je crois, très important, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette opération additionnelle vous paraîtra courte, mais songez au temps requis qui sera requis pour traiter des fichiers JetCom qui contiendront plusieurs milliers d'individus. C'est pourquoi nous avons décidé de dissocier cette opération additionnelle de l'importation proprement dite, car dans l'opération additionnelle, un bouton permettra de suspendre l'opération et de la continuer plus tard sans perdre les acquis de la session précédente. C'est donc une autre facilité qui est à notre disposition de pouvoir faire cette opération en plusieurs sessions. Alors, pour démarrer ou continuer la nouvelle opération, cliquons sur le bouton rouge intitulé Dictionnaire en haut de l'interface, celle-ci, voyez-vous, Dictionnaire, et vous avez ce bouton rouge ici. Alors, si je clique, eh bien, l'opération qui consiste à comparer les noms et les prénoms à ce dictionnaire a commencé. Alors, c'est déjà complet, puisque vous avez un nouveau message qui vous le dit clairement. Vous venez de terminer la concordance des noms et prénoms importés avec ceux des dictionnaires. Ces noms et prénoms sont maintenant disponibles dans l'opération normale du logiciel. Donc, vous pouvez vous servir du logiciel avec le nouveau fichier sans aucun problème.
Il vous reste cependant à effectuer la concordance des noms de lieu cette fois-ci. Ce n'est pas les noms et les prénoms, ici ce sont les noms de lieux. Avec ceux du dictionnaire, ce qui, cette fois-ci, va prendre beaucoup plus de temps. Le bouton suspendre vous permettra également d'interrompre l'opération temporairement si nécessaire, quitte à la reprendre par la suite sans perdre vos acquis de la session précédente. À la fin de cette nouvelle opération, un labo de transition vous permettra de régler en une ou plusieurs sessions les cas qui vont rester en suspens. Et ce labo restera à votre disposition dans le module 4 des utilitaires. Alors, pour démarrer cette opération, cliquez encore une fois sur le même bouton rouge en haut de la page. Alors, je clique ici pour faire disparaître le message et je clique sur le bouton rouge que vous voyez en haut à la suite du titre dictionnaire. Alors, vous voyez ici que le pourcentage nous montre à quel point nous sommes rendus dans le processus complet. Alors, si je clique sur ce bouton, nous commençons maintenant les noms de l'opération, la dernière, la comparaison des noms de lieux à ceux des dictionnaires. Alors, cette opération est beaucoup plus longue et c'est tout à fait normal parce que si vous avez plusieurs milliers, de personnes dans votre fichier, imaginez ce que c'est que de comparer tous les noms de lieux de naissance, d'union et de décès de chaque individu. Voilà, c'est fait et nous sommes arrivés au fameux labo de transition qui nous montre les noms de lieux qui ont été mis en doute au cours de la concordance des noms de lieux avec ceux du dictionnaire. Vous voyez déjà que le nom de Montréal, avec une chaîne de subdivision qui nous semble apparemment correcte, hein. Mais si ce nom est ici dans le labo de transition, c'est pour une bonne raison. Habituellement, quand un nom apparaît ici dans le labo de transition, c'est qu'il n'est pas écrit de la façon officielle ou bien qu'un autre nom semblable existe dans la superliste. Notre travail consiste donc à choisir dans la superliste le nom qui correspond spécifiquement à la ville en question. Ainsi, nous complétons la chaîne des subdivisions qui unit cette ville au pays, car parfois, cette chaîne n'est pas complète. Et à mesure qu'une chaîne nous donne satisfaction, ici, eh bien, nous pouvons cliquer sur le bouton « Transfert au dictionnaire des noms de lieux » et voilà, le tour est joué. Comme nous n'avons que quelques noms à corriger dans le présent labo de transition, accordons-nous ce plaisir aux fins de la présente démonstration. Nous voyons que Montréal est là plusieurs fois et que sa chaîne semble correcte. Mais en cliquant sur Montréal, vous allez voir que deux noms apparaissent dans le cadre de la superliste, soit Montréal, le Grand Montréal, et une autre petite ville qui s'appelle Montréal-Nord. C'est pourquoi le logiciel nous demande d'effectuer un choix. Ici, nous choisissons le Grand Montréal en cliquant sur le nom dans la superliste. Ce qui confirme toute la chaîne en question. Vous voyez, elle nous donne satisfaction. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton « Transfert au dictionnaire des noms de lieux ». Et voilà, aux surprises, n'est-ce pas? Dans la superliste nous apparaît le message suivant. En plus de l'enregistrement en question, le premier que vous voyez ici, il y en a 8 autres qui ont exactement les mêmes informations à corriger.
Alors, évidemment, je vais cliquer sur oui et je vais toutes les corriger d'un seul coup. Alors, c'est une économie de temps considérable, comme vous voyez. Alors, c'est l'un des trucs qui permet d'effectuer des corrections très rapidement dans le labo de transition. Alors, vous voyez, tout est réglé et il ne reste que deux noms à corriger. Alors, c'est très rapide et très simple, comme vous voyez. Quant aux villes de Trois-Rivières et de Shawinigan, leurs noms diffèrent de leur nom officiel qui, allons le voir, cliquons sur Trois-Rivières. Et vous voyez que Trois-Rivières, ici, le nom officiel n'a pas les lettres MRC à côté, puisque MRC signifie Municipalité régionale de comté, et ce titre apparaît plutôt au niveau 4, au niveau des arrondissements, si vous voulez. C'est ici que se trouve la municipalité régionale de comté, qui s'appelle également Trois-Rivières. Alors, si je clique sur ce nom, la chaîne, voyez-vous, s'inscrit correctement au complet et elle me donne satisfaction. Je peux donc cliquer sur transfert au dictionnaire des noms de lieux. Alors, c'est déjà fait. Hein? Et il ne reste plus que Shawinigan et c'est le même problème. Il y avait ici MRC. Alors, si je clique sur ce nom, vous voyez que le nom officiel n'a pas de la ville, n'a pas le titre MRC, puisque ce titre se trouve au niveau suivant. Alors, je clique donc sur ce nom et vous allez voir que MRC va disparaître ici et toute la ligne sera correcte. Alors, je clique ici et voilà. La ligne est à ma satisfaction. Je peux donc cliquer sur transfert au dictionnaire de nom de lieu. Alors, tout est terminé et tout est à ma satisfaction. Remarquez que pour le petit fichier arbre avec photo qui ne contenait que 260 individus, l'importation et la correction ont donc été très rapides. Mais on peut se demander combien de temps durera cette opération avec des fichiers qui contiennent plusieurs milliers d'individus. Elle durera plus longtemps, bien entendu. Mais comme le processus total s'effectue en 3 opérations avec un tableau de progression et un pourcentage, il sera facile de patienter le temps qu'il faut. Mais nous devrons quand même accepter de travailler un peu plus longtemps dans le labo de transition pour corriger les enregistrements du labo en question. Notez que vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un seul coup. Vous pouvez diviser ce travail en 2 ou 3 sessions, dépendamment de l'importance des noms qu'il y a à corriger. Et entre-temps, vous pouvez accéder au fichier lui-même qui sera complètement utilisable. En effet, la correction non terminée des noms de lieux ne vous empêche pas d'utiliser le logiciel dans toutes ses fonctionnalités. Alors, c'est pourquoi nous avions ces 3 opérations distinctes, puisque dans les 2 dernières, nous pouvions interrompre les opérations afin de retourner au logiciel et faire certaines opérations sans aucun problème. Et par la suite, on peut revenir au labo de transition et continuer les corrections. Donc, on peut faire tout ce travail à notre propre rythme, en quelque sorte. D'ailleurs, il se peut aussi que vous ayez beaucoup de plaisir à effectuer les corrections du labo de transition. Après tout, ce travail ne nécessite qu'un peu de logique et de discernement et il vous permet d'apprendre beaucoup de choses sur les villes et les pays. De plus, vous serez content du résultat, ayant dorénavant en main un fichier amélioré par rapport à ce qu'il était auparavant. Enfin, disons que le labo de transition du petit fichier arbre avec photo ne vous a révélé que quelques-uns des trucs qu'il utilise pour faciliter le travail de correction.
Il est même amusant de constater avec quelle rapidité on peut corriger un fichier contenant plusieurs milliers d'individus. Cela me donne l'idée de créer une vidéo spécialement dédiée à la résolution de problèmes rencontrés dans la vidéo de transition d'un fichier très volumineux. Pourquoi pas? Alors, tiens, c'est décidé. Ce sera le sujet du prochain vidéo numéro 12 que je vous invite particulièrement à visionner comme complément à celui que vous venez de voir sur l'importation. Tiens, j'étais en train d'oublier que l'importation du nouveau fichier arbre avec photo s'était terminée avec succès et qu'on peut retourner à l'interface principale pour en voir le résultat. Cliquons donc sur le bouton de l'interface dans l'entête permanent. Ici. Alors, voici, l'interface est bien présente avec les noms et tous les détails et les photos. Je vais quand même aller visiter la liste des individus pour voir si la structure est bien là. Donc, tout est parfait. Alors, sur cette belle réalisation, je vous dis ciao et à bientôt pour le prochain vidéo.